Bon, salut, ça va? J'ai acheté des plantes, j'ai acheté ça, je sais pas si c'est con ou pas d'avoir acheté du lierre, quoi, comme ça. Mais après, ça peut être stylé, tu sais, les trucs qui descendent comme ça dans le décor. Le seul souci, c'est que, évidemment, c'est dans des petits pots en plastique, donc il faut les rempoter. Donc j'ai dû écrire une vidéo pour tourner une vidéo pour rempoter les plantes. Du coup, on va parler de Samuel Etienne et de Twitch. Samuel Etienne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un présentateur télé qui a eu depuis peu un succès sur Twitch au point que le gouvernement l'a inscrit dans son programme de communication pour coolifier la Macronie au vu évidemment de la candidature de Macron à la présidentielle. Cette opération est bien sûr à comparer avec celle qui concerne McFly et Carlito, qui a déjà été le sujet d'une vidéo ici, ou encore des émissions faites par Gabriel Attal à l'Elysée où il invite des influenceurs. Cette interview, en soi, elle n'est pas intéressante, vu qu'il s'agit d'une performance de langue de bois plus que classique. Pour la Macronie, un scandale permanent certes, mais rien d'étonnant. Ce qui est intéressant par contre, c'est la position de Samuel Etienne sur le caractère exceptionnel de cette interview. Moi ce que je crois, c'est que l'exercice est inédit et je crois aussi qu'il faut un certain courage pour, quand on est en responsabilité, venir affronter un flot de questions comme ça. Est-ce que tout le monde aura ce courage d'oser répondre aux questions, de venir se mettre un peu en danger ici, donc c'est ce qu'on verra dans les prochains mois. En fait, il partage un peu cette utopie d'Internet qui consiste à dire que, puisque tout le monde peut se connecter dessus, c'est forcément un truc horizontal, très démocratique, et qu'il suffit donc d'utiliser Internet pour, de fait, faire quelque chose de presque anarchiste, pour renverser la table, pour tout changer au niveau des médias. Et c'est quand même beaucoup d'affirmations qui sont quand même assez fausses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En affirmant quelque chose de très simple, on va affirmer ensemble que cet événement est un non-événement. Donc on va faire une critique ensemble de cette idée que cette interview c'était quelque chose d'exceptionnel, que c'était quelque chose de démocratique. Donc on va faire la critique de l'interview et après on va faire quelques conclusions. Voilà. C'est parti. La chose la plus étonnante donc c'est que Samuel Etienne défende le fait que son interview était démocratique et que lui au final il ne serait qu'un humble républicain, une sorte juste de lien, de liaison impartiale entre le Premier ministre et le chat. Le Premier ministre est là pour répondre à vos questions. Je rappelle que c'est pas Samuel Etienne qui pose les questions ce soir, c'est bien vous. Pour moi c'est un magnifique exercice de démocratie directe et on va prendre vos questions. Il n'y a pas, voilà, la seule règle ici c'est qu'on dans un espace de respect. Et c'est mignon de dire ça, franchement c'est mignon, c'est beau de dire ça, mais c'est faux. Et en plus de ça, c'est bourgeois. Et ouais. En fait, Samuel Etienne propose la même chose ici que ce que Macron a proposé avec ses cahiers de doléances. Chaque personne, individuellement, participe à un processus qui lui est imposé, qu'il ne contrôle pas et qui sera intégralement interprété par d'autres qui sont évidemment les dominants, qui se revendiquent alors grâce à cette opération de la souveraineté populaire, alors que celle-ci n'a jamais été exercée. Alors qu'en fait, la véritable démocratie, c'est pas juste d'envoyer une bouteille à la mer en espérant que tu es quelqu'un de gentil, un présentateur ou un président qui accepte ta volonté et qui... C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est décider ensemble de comment on s'organise. C'est investir ensemble ces nouvelles institutions qu'on vient de créer, c'est discuter ensemble pour avoir une décision commune à la fin. Je veux dire, la démocratie, c'est pas un chaos qui serait harmonisé à travers un seul individu. C'est un chaos qui est organisé de manière collective. Là, c'est Etienne qui décide quelle est la question la plus posée, quelle formulation choisir. C'est lui qui trie, qui hiérarchise, qui analyse, qui synthétise. C'est lui qui décide s'il faut insister ou pas, et le chat n'a absolument aucun contre-pouvoir. Et quant à 10 000 questions, dans les faits, c'est Etienne qui décide de tout, parce qu'il y aura toujours une question qui sera pour lui acceptable, alors que le flot de la contestation était bien visible à l'écran. Et se draper de la légitimité de la démocratie directe, en plus, quand rien ne la garantit, c'est quand même un beau foutage de gueule. Et qu'est-ce qui est acceptable pour Samuel Etienne? C'est simple, c'est quelque chose qui est gentil, qui n'attaque pas trop, quelque chose de bien formulé, quelque chose de respectable, quelque chose qui ne met pas en danger l'interlocuteur, quelque chose en fait qui est très mainstream, qui est très consensuel, qui est sans intérêt. Et surtout quelque chose qui est très simple à répondre et qui ne met pas en danger l'invité.
À aucun moment durant le direct, Samuel Etienne n'a posé une question qui n'aurait pas pu être posée à la télé ou à la radio. On a juste assisté à une caricature de ce qu'on voyait dans certaines émissions à la télé, qui mettent en avant des tweets pour faire croire à une participation du public. Des tweets évidemment soigneusement sélectionnés par les journalistes. Etienne fait alors exactement la même chose. C'est une apparence de participation où il met en scène un chat imaginaire très éloigné de la réalité. D'ailleurs, le chat était lui aussi limité. Seuls ceux qui donnaient de l'argent à Samuel Etienne et le suivaient depuis plus de 2 mois pouvaient interagir. C'est donc là aussi une énorme contrainte à la démocratie. Le chat était ceux qui kiffent Samuel Etienne parce qu'ils partagent probablement avec lui la même pensée et la même idéologie. Et ce mécanisme-là, plus le tri très subjectif de Samuel Etienne sur les questions, ça fait que quelque chose de très chaotique comme le chat devient quelque chose en fait de très consensuel. Et là, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très bourgeois. Dans le sens où Samuel Etienne dit simplement que l'interview, c'est la démocratie directe. Il le dit. Juste, il le dit. Il n'organise rien pour que ce soit réellement la démocratie directe. Il ne fait qu'affirmer quelque chose sans jamais considérer les réalités matérielles. Objectivement, ce n'est pas du tout la démocratie, mais il le dit et pour lui, ça suffit pour que ce le soit. Alors que pas du tout. Il suffit pas de dire des choses pour qu'elles deviennent vraies. Il faut concrètement construire les choses pour qu'elles deviennent vraies. Et ça rappelle évidemment Emmanuel Macron qui parle à chaque fois de réinvestir les citoyens dans le processus de machin, de trucs, surtout le Macron de 2017, alors qu'en réalité, il ne change rien structurellement pour que ces choses soient possibles. Mais il le dit, tout simplement. Tout comme McFly et Carlito, Samuel Etienne se défend d'être impartial. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans la rencontre Etienne, ce 2e numéro de ce rendez-vous, la rencontre Etienne. Je rappelle, c'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions à notre invité de ce soir, le Premier ministre Jean Castex. Sauf qu'évidemment, il ne l'est pas du tout. Et comme toute personne qui le nie, il est encore plus victime de sa subjectivité. Regardez cet exemple. Question sur les lieux de culture de DD Streaming. Pourquoi s'obstiner à fermer, la question vient de passer, pourquoi s'obstiner à fermer les théâtres, les cinémas? Vous avez vu comme moi la cérémonie des Césars avec l'appel du monde de la culture qui dit... Mais comme pour les restaurants, il y a d'autres solutions possibles. On aurait pu imaginer des protocoles sanitaires extrêmement stricts pour, malgré tout, que les cinémas, que les théâtres, les lieux de culture restent ouverts. Et on a eu l'impression, enfin certains ont l'impression, que finalement, on n'a pas pris la peine de réfléchir, de se décarcasser. Et on a dit, écoutez, on ferme, c'est plus simple. Là, clairement, il balance son opinion à lui, le truc qui le tient à cœur à lui, tu vois. Et il a le droit d'avoir des trucs qui lui tiennent à cœur, c'est pas le souci. C'est juste que là, il défend sa subjectivité en disant que c'est la volonté du chat. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup plus de messages provocateurs ou contestataires sur le chat que des messages qui disaient « Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir les lieux culturels ?» tu vois. D'ailleurs, c'est un peu une préoccupation... Enfin, je sais pas, tu me dis si je généralise trop tout ça, évidemment, parce que cette vidéo est un peu caricaturale, forcément, toutes les vidéos le sont, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit truc un peu parisien qui n'est pas face à la souffrance, qui n'est pas face à la misère, qui a comme principale frustration le fait que ces lieux de culture soient fermés. Je dis pas qu'il faut pas les ouvrir, tu vois, mais je dis juste que le fait que sa première préoccupation ce soit ça, c'est vraiment symptomatique là aussi d'une pensée bourgeoise. Bref, en fait, il se sert de la légitimité du chat pour faire avancer ses propos, et jamais il ne met en avant les véritables questions ou la véritable ambiance qui était à ce moment-là sur le chat. En fait, le chat, c'est quelque chose de presque inventé par Samuel Etienne, c'est un spectacle, et il se sert de ça pour faire genre que son interview c'est quelque chose d'incroyable, alors qu'en fait, il ne fait que poser les questions qui ont pour lui du sens, et il met que en avant les sujets qui ont pour lui du sens. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est totalement subjectif et qu'il faut l'assumer et il faut pas le nier en disant que c'est une démocratie directe. Et c'est là où tu as un caractère assez intéressant, c'est le caractère de la négation. En fait, son interview est subjective, il défend la démocratie directe, c'est deux choses qui sont contradictoires. Mais en niant la subjectivité, il peut juste balancer la démocratie directe comme une idée sans mettre des structures de contre-pouvoir à la place. Parce que s'il devait accepter la subjectivité, ça veut dire qu'il accepterait cette contradiction et qu'il essaierait de la surmonter en proposant autre chose, ce qu'il ne veut pas faire, pour garder un petit peu un côté à la fois démocratique, mais en même temps très contrôlé dans ses interviews. Mais Etienne ne défend pas que l'ouverture des lieux de culture, non. Il défend aussi l'idée que l'application Stop Covid est ratée. Voilà. À ce sujet, là, il sort de ses gonds pour défendre son steak, tu vois. Il contredit le Premier ministre. Il le force à reformuler pour être bien clair. Là, t'as du travail. Par contre, sur Darmanin, c'est esquivé, mais hyper rapide, quoi.
Pareil sur la misère des jeunes ou les vaccins. Il insiste un peu sur les masques, c'est vrai, mais pour que le Premier ministre, il avoue une erreur, tu vois, pas pour qu'il rende des comptes, mais juste qu'il avoue une erreur comme si on était dans une télé-réalité, ce qu'il ne fera jamais d'ailleurs. Et c'est quand même assez rigolo de le voir, intéressé par des sujets qui ne sont pas intéressants et de le voir fuyant sur des sujets qui sont pourtant essentiels. Et il y a un peu le même débat sur la dette. Tu sais, à un moment, ils parlent de la dette. Et en gros, pendant 20 secondes, littéralement, ils disent « Est-ce que oui ou non, il faut annuler la dette ?» Et après, pendant 2-3 minutes, ils vont parler du fait que non, c'est impossible d'annuler la dette. Je veux dire, il faut payer sa dette, on est un pays, enfin machin. Il faut donc baisser les dépenses publiques, mais il faut pas augmenter les impôts, il faut faire de la croissance économique, machin. Et en fait, ils acceptent ça comme une réalité, comme un truc évident, alors que c'est ultra politique. C'est même une question absolument essentielle et c'est un clivage déterminant de savoir si oui ou non il faut annuler la dette. Et ils le passent comme ça, comme si c'était quelque chose d'un peu ridicule, tu vois. Putain. C'est juste fou de mettre des plans dans des pots comme ça, quoi. Et c'est quand même très symptomatique, là aussi, non pas forcément de la bourgeoisie ou quoi, mais au moins d'une pensée très libérale, de ne pas du tout considérer la question de l'annulation de la dette et de ne pas donner un répondant à Jean Castex quand il enlève cette question-là d'un geste de la main, quoi. Et je dis pas que c'est mal de pas penser politiquement comme moi ou comme les copains ou machin. Je dis juste que il défend une position politique. Et il faut l'assumer quand tu défends une position politique. Et le fait de ne pas assumer défendre une position politique et défendre tout de même le système de domination, comme on l'a vu, ça, c'est le symptôme d'une pensée bourgeoise. À chaque fois qu'il essaye de contester un petit peu la parole du Premier ministre, à chaque fois, il n'est pas intéressant. Sauf une fois. Une des raisons peut-être de la fracture entre les Français et la classe politique, c'est les promesses non tenues, c'est la démagogie. On se rappelle que pendant le premier confinement, on nous a dit, c'était pas vous qui étiez en responsabilité, mais le gouvernement nous a dit, on va augmenter les capacités en réanimation, on va augmenter le nombre de lits en réanimation. Et là, c'est ce qu'on fait. Chlorel nous rappelle que non. La capacité en réanimation, elle n'a pas augmenté comme on nous a promis qu'elle allait augmenter. Si. Ça, c'est une promesse qui n'a été pas tenue. Si. Non. On va expliquer, mais si. Mais les chiffres correspondent pas du tout à ce qui avait été promis. Là, il tente de bloquer le Premier ministre, et c'est cool. Mais en fait, il n'avait pas du tout préparé le sujet. Et du coup, ça finit comme ça. Je crois, monsieur le Premier ministre, que c'est comme ça que la promesse a été entendue à l'époque par les Français. Il veut le bloquer, et il a bien raison de vouloir le bloquer sur cette question-là. Et il finit par dire « on vous a mal compris ». Je ne sais pas si c'est évident ou pas, j'ai envie de dire la lâcheté, enfin je sais pas si je suis méchant ou pas, enfin tu me diras par commentaire, mais la lâcheté de ce propos-là, en vrai, parce que t'as des documents, t'as des enquêtes qui ont été menées sur ça. Il aurait pu faire un travail de journalisme et mettre Castex devant les faits. Je veux dire, il est profondément incapable d'aller au bout de ses insinuations. Il est profondément incapable de prouver ce qu'il dit, là, Samuel Etienne, alors que c'est facile à faire. Et du coup, la seule chose qu'il concède à Jean Castex, c'est encore une fois le fait que la Macronie s'est mal exprimée. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas que la Macronie s'est mal exprimée. L'important, c'est qu'elle a menti et c'est qu'elle a désorganisé l'hôpital malgré le fait qu'on était en pleine pandémie. C'est ça qui est important. Et il l'avait, mais il a tout lâché parce que il n'a pas fait de travail de journalisme. Parce que c'est un présentateur télé. Parce qu'il n'a pas prévu son interview et parce qu'il n'ose pas aller au bout. Et du coup, t'as un truc insipide, quoi. Même le truc le plus courageux qui a été fait dans l'interview, ça finit par « on vous a mal compris ». Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que pendant toute l'interview, Samuel Etienne pose des questions, c'est vrai, et des questions qui sont sur le chat. Bon, des questions qui sont sélectionnées, qui sont synthétisées, enfin bref, on l'a vu ça déjà, mais ce qui est important, c'est qu'il pose des questions sans jamais chercher de réponse. Sauf que de faire ça, quand tu as un macronien en face, c'est juste une terrible erreur. Regardez par exemple cet extrait. Je vous entends, hein, je connais ces mesures. Il n'aurait pas fallu quelque chose, c'est pas votre sentiment, de beaucoup plus massif pour soutenir la jeunesse française, et notamment la jeunesse étudiante, quelque chose de beaucoup plus radical. On a entendu le président Macron nous dire quoi qu'il en coûte. On n'a pas entendu le quoi qu'il en coûte pour les étudiants. Ah si, je crois qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. On a engagé des actions massives en faveur des étudiants. On peut encore sûrement les améliorer et les développer, mais je crois, ce qu'il faut surtout, c'est que on avance sur la vaccination et dans la lutte contre la crise sanitaire pour leur permettre de revenir à la fac. Là, on est face à un phénomène de double langue de bois. En gros, tu as Samuel Etienne qui veut parler du RSA jeune, mais qui n'ose pas dire le mot. Et vu qu'il ne dit pas le mot, Jean Castex, lui, il ne se positionne pas dessus. Voilà.
C'est décevant. Hein. T'as Samuel Etienne qui fait de la langue de bois sur le RSA pour parler de ça, pour l'insinuer sans vraiment le dire, et t'as Jean Castex qui fait de la langue de bois et qui fait genre qu'il a pas compris le truc là et qui balance sa merde et du coup sur un truc absolument essentiel qui concerne une bonne partie des jeunes, et tu as quelque chose là encore d'insipide. Alors que normalement ça aurait dû être la première problématique qui devait se poser sur ce live là, parce que soi-disant Twitch c'est la plateforme des jeunes, c'est quand même dommage quoi. Et pareil pour Darmanin. La seule question qu'il pose, c'est de savoir si ça ne dérange pas Castex que son ministre de l'Intérieur soit accusé. Ce à quoi il répond très simplement et très facilement en disant que comme tout le monde, Darmanin il a le droit à la présomption d'innocence quoi. Et ça s'arrête là. Pas un mot sur les enquêtes de Mediapart, pas un mot sur le conflit d'intérêts que ça peut poser, rien. Juste une question bateau et une réponse bateau. Pareil pour les vaccins. Il pose une question sans jamais parler des enquêtes ou des preuves d'incompétence logistique du gouvernement. Il ne met jamais Castex face aux faits, seulement face à des impressions, des sensations, ce qui permet au ministre de se sortir tranquillement de chaque situation. À chaque fois, Etienne écoute à peine le Premier ministre. Il lit son chat pour chercher la prochaine question, faute d'avoir pu trouver une réponse. Mais du coup, ça laisse une impression un peu bizarre. Une impression que Samuel Etienne, il tourne tout le temps autour du pot, qu'il n'assume rien, qu'il fait que des insinuations. Il assume rien, il fait des insinuations. Tout ça pour essayer de convaincre la partie la plus naïve de son public, tout en faisant en sorte de ne pas mettre mal à l'aise le Premier ministre et de faire en sorte de rester dans son opinion et dans sa volonté politique, dans son idéologie politique. Évidemment, il y a eu plein de réactions sur le chat à propos de la langue de bois. Et Etienne pose encore une fois la question sans chercher la réponse. Évitons au maximum la langue de bois. Ceux qui nous regardent ce soir nous y invitent. À partir du moment où vous avez été en responsabilité, est-ce qu'il y a eu... depuis que je suis Premier ministre, pardon, je n'avais pas compris votre question. Que vous regrettez ? Franchement, que je regrette, je pense qu'il y a des mesures qu'on aurait sans doute dû beaucoup mieux expliquer, parce qu'on a toujours des progrès à faire sur la pédagogie. Là, tu as Samuel Etienne qui dit « il faut arrêter la langue de bois ». Très bien. Tu as Jean Castex qui enchaîne après sur le pire élément de langage qui soit, qui est constamment utilisé par la Macronie, qui consiste à nier le fait que le gouvernement ait fait des erreurs et de justifier l'ensemble des contestations en disant que les contestataires n'ont pas compris les voies impénétrables du président de la République. C'est ce qu'on appelle un énorme foutage de gueule, c'est du mépris total, la Macronie le fait tout le temps, et Jean Castex ose dire ça après une remarque de Samuel Etienne concernant la langue de bois. Et Samuel Etienne ose ne pas réagir à cet affront-là. Il laisse passer ça. Pour lui, ça ne le choque même pas que Jean Castex utilise un tel élément de langage. Pour lui, c'est presque normal. Et putain, ça, si c'est pas symptomatique d'une pensée de classe ou d'une pensée politique, je sais pas ce que c'est. Forcément, ça pose problème. Etienne n'a pas fait de travail journalistique et il ne veut pas contraindre le Premier ministre à la confrontation. Mais en même temps, Castex, il se fout de la gueule de tout le monde en ne répondant jamais aux questions. Et donc, face à ce problème, il trouve une solution. Monsieur le Premier ministre, ces dispositifs, on les connaît, mais le sentiment général, c'est que le plan n'est peut-être pas assez massif. Mais je vous prends une autre question qui est vraiment d'actualité, qui est posée par Idax 6. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Là, Etienne interprète lui-même une réponse, de sorte que tout le monde ait l'impression que Castex ait dit quelque chose, alors que c'est juste Etienne qui l'a sorti. Il enchaîne direct avec une autre question pour offrir le luxe à Castex de ne pas rebondir dessus. C'est juste incroyable. Il refuse tellement la confrontation qu'il devient lui-même la voix de son invité. En fait, c'est clair, la Macronie, elle est gangrénée par la langue de bois. À chaque fois que tu as un macronien qui ouvre la bouche, ce sont des éléments de langage qui en sortent et ça en permanence. Donc en laissant Castex abuser de cette langue de bois, il lui permet tout simplement de ne pas répondre aux questions. Et vu qu'il ne fournit pas à côté un travail de journalisme ou de contradiction, vu qu'il est dans une démarche de respect, de bienveillance qu'il confond volontiers avec l'absence de conflit, la conséquence de tout ça, elle est très simple. L'émission est stérile, sans saveur, sans intérêt, sans éducation populaire, bref, pas un truc de très fou, quoi. Et quand on s'intéresse encore un peu plus de cette interview, on se rend compte qu'en fait, sur certains points, c'est encore pire que la télévision. Vu que c'est sur Twitch et que tu as une proximité, d'accord, avec le chat, vu que tu as ça, tu as Jean Castex et Samuel Etienne qui jouent le rôle un peu de se livrer, d'être un peu plus intime.
Et ça commence, hein, dès le début. La première chose que Castex dit, c'est ça. Il parle de ses enfants. Mais il parle aussi un peu plus tard de sa passion pour le rugby, de ses qualités qui lui ont permis d'être le Premier ministre. Il parle de son sacrifice fait à la nation. Ils font des blagues sur Astérix. Étienne le taquine en disant que c'est un fusible de la Macronie, offrant à Castex la possibilité de se passer pour un individu humble, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais simplement à servir son pays, malgré les difficultés intimes d'être le Premier ministre. Après, évidemment, ils le font, c'est une chose. Est-ce que ça marche? C'en est vraiment une autre. Parce que, en vrai, on va pas se mentir, notre ami Castex est quand même largement antipathique et froid, mais la question c'est est-ce que, face à un public jeune et quand même vachement dépolitisé, est-ce que ça marche, quoi? Je sais pas. Et quand je dis dépolitisé, c'est vraiment pas insultant, je dis juste que, en fait, t'as eu un effet de communication totalement créé par les médias eux-mêmes. T'as eu Zul qui en a parlé dans sa vidéo. Et en fait, comment dire, à mon avis, tu as des personnes qui ont été charmés, qui ont été séduits par le fait que enfin la télé, les trucs des grandes personnes avec beaucoup d'argent s'intéressent enfin à Twitch et à machin. Et donc tu as très probablement énormément de personnes qui ont regardé cette interview en étant dépolitisées. Et c'est ça qui intéresse pas mal la Macronie quand ils font des trucs avec Instagram, avec McFly et Carlito, c'est qu'ils peuvent toucher des personnes qui ne vont pas leur répondre les choses qui sont évidentes pour tous ceux qui sont un petit peu politisés. Et du coup, bah c'est malsain, quoi. C'est malsain. Puis en plus, c'est quand même méprisant, quoi. Je veux dire, la politique, c'est pas de la télé-réalité, quoi. On s'en fout que Castex aime bien le rugby. On s'en fout de le faire passer pour un homme. Évidemment que c'est un bonhomme. Enfin, tout le monde le sait, ça. Là, ce qui est important, c'est ses décisions politiques. Ce qui est important, c'est son bilan politique. Ce qui est important, c'est sa vision politique. C'est pas le bonhomme, on s'en fout, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait aller sur Internet pour voir le pire de ce qu'on peut voir à la télé? C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Et même dans ces questions, il reste dans le sentiment, dans le ressenti. Une chose qui est très facile à détourner quand tu es un politicien habile, puisqu'il suffit de partager le sentiment et d'enchaîner sur ce que le gouvernement a fait. De la sorte, Castex ne dit rien mais espère générer de la sympathie. Et Étienne est bien sûr largement complice dans cette histoire. Et faire présenter le peuple français seulement par des sentiments supposés, sans rationaliser la contestation, c'est là aussi du foutage de gueule. Comme si nous étions incapables de penser, de prendre la parole et de contredire réellement les dirigeants. Encore une fois, une démarche hyper infantilisante. Et donc, que conclure de tout ça? Que c'est quand même du beau foutage de gueule. Qu'on me comprenne, hein. Moi je m'en fous de Samuel Etienne en général, et s'il veut faire de la mauvaise télé sur Twitch, ça le regarde et ça regarde ceux qui le regardent. Mais le problème, c'est de faire passer ça pour un truc nouveau, démocratique, un truc subversif. C'est de paraître cool auprès des jeunes pour au final ressortir sur Twitch la même sauce médiatique qu'on voit partout. Le tout au service évidemment de la Macronie qui veut paraître sympa auprès des jeunes et qui anticipe une campagne sous Covid largement numérique. Et tout ça, cerise sur le gâteau, hors du contrôle du CSA. Comme McFly et Carlito, comme Enjoy Phoenix, Étienne est entré dans le jeu du gouvernement. Non pas parce qu'il a accepté l'invitation, mais parce qu'il est resté très lisse et consensuel. Et ce qu'on peut lui reprocher aussi, là, c'est de faire passer... Je fais du bordel avec le sac, c'est pas du tout pensé pour la vidéo, ce truc-là. On n'est pas censé rempoter des trucs. Non, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de nier sa subjectivité, c'est de faire passer cette idée qu'un journaliste peut être impartial, alors que clairement, il défend une idéologie et que clairement, il rend impossible l'exercice d'une démocratie sur un chat. Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Je pense pas, honnêtement, qu'on puisse faire de la démocratie avec un chat Twitch. Mais en tout cas, lui, il fait passer l'idée comme quoi c'est possible et qu'il suffit de le dire pour que ce soit réel. Et c'est de la bêtise, quoi. C'est de la bêtise, et en plus, ça fait pas avancer le schmilblick, parce que ça fait pas des expérimentations qui nous permettront d'aller plus loin, de tenter des choses, pour trouver une structure, non pas qui soit parfaite, mais une structure qui permet d'avoir un peu plus que ce qu'on a là. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça nous apprend que Twitch, si au départ avait su réunir un peu une contre-culture, c'est devenu aujourd'hui un média comme les autres qui est investi par la même bourgeoisie médiatique, avec ses méthodes et ses contenus. Surtout que Twitch, c'est un peu la télé, hein, techniquement. C'est un plateau qui demande peu de moyens et permet de générer beaucoup de contenu. En fait, Samuel Etienne, il a rien inventé, il a juste fait de la télé pour encore moins cher que de la télé. On peut donc résumer cette interview comme étant un coup de com' et rien d'autre. Un coup de com' pour toucher les jeunes non politisés, non pas en changeant la forme, non pas en changeant le discours, non pas en arrêtant la langue de bois, non pas avec de l'éducation populaire, non, juste en changeant de média et rien d'autre. Et c'est ça le plus insupportable dans l'histoire, que le coup médiatique organisé et aseptisé soit relayé par les autres journalistes, par les autres médias, comme un acte de courage subversif. Ça aurait été courageux en fait de la part de Castex d'aller chez Danny Canigula par exemple.
Là, il aurait été confronté à une culture non médiatisée qui l'aurait mis en danger. Mais non, il a préféré aller dans le petit cocon bourgeois d'Étienne, et Macron a choisi le cocon bourgeois de McFly et Carlito, et Attal celui d'Enjoy Phoenix. Le gouvernement multiplie les performances médiatiques, mais ne se met jamais en danger. Et derrière cette volonté de parler aux jeunes, ce que je trouve assez... bon déjà, enfin bref, je trouve qu'il y a un côté très infantilisant, parce qu'en gros, il ne considère les jeunes que comme une masse d'électeurs, qu'il faut séduire non pas avec des... je sais pas, par exemple, avec une autocritique, avec des propositions concrètes, avec une pensée ou quoi que ce soit qui soit un tout petit peu lié à l'éducation populaire. Non, s'il faut séduire les jeunes, c'est uniquement en changeant la forme, en adoptant un peu leur code, et c'est tout, quoi. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté très infantilisant, comme si on n'avait rien de mieux à revendiquer que la même chose, mais sur Twitch. On ne veut pas juste la même chose, mais sur Twitch. Et qu'on soit d'accord aussi, les jeunes, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas une entité politique qu'il faut considérer comme unifiée, qu'il faut considérer comme si c'était quelque chose qu'on pouvait dire les jeunes. Non, on peut pas dire les jeunes, ça veut rien dire. Ça veut rien dire de parler avec le même mot d'une personne qui est dans une précarité et qui vole dans les supermarchés parce qu'il galère à mort dans ses études, et quelqu'un qui va vivre à Paris avec chez Henri IV, avec des parents très riches. Enfin, je veux dire, tout oppose ces deux personnes-là, et pourtant on les met dans la même catégorie, les jeunes. Politiquement, ça n'existe pas, il faudra plutôt parler de classe sociale. Là, tu vas avoir une différence, parce que la classe sociale va permettre de déterminer les réalités matérielles qui se cachent derrière les individus, et donc on va pouvoir déterminer un programme, ou alors des situations, des trucs comme ça. Là, c'est pertinent de parler ça comme ça. Et la volonté de parler de jeunes plutôt que de classe sociale, là aussi, c'est une volonté bourgeoise, de vouloir cacher absolument en permanence la lutte des classes. En fait, vu sous cet angle, tout est clair. C'est pour ça que j'aime bien cette approche. La Macronie ne cesse de se médiatiser auprès de médias bourgeois. Et que ce soit diffusé à la télé, à la radio ou sur Internet, n'importe peu. C'est qu'un détail qui n'amuse que certains journalistes parisiens. D'où le fait, pour moi, que ceci est un parfait non-événement. Après, ils l'ont fait, mais ça ne veut pas dire que ça a marché. Et ça peut très bien aussi être une première ou une très mauvaise expérience de la politique sur Twitch, mais qui soit vraiment constitutive d'une espèce ça peut être un espèce de vaccin contre la langue de bois. Et il est possible qu'après ça, tu aies énormément de personnes, des dizaines de milliers de personnes, qui se sont dit, en fait, Jean Castex sur Twitch, c'est pareil que Jean Castex à la télévision, et que si on veut s'intéresser à la politique, c'est pas juste en changeant de média que ça va être intéressant. Et donc, ça peut très bien être aussi une très bonne contre-expérience. Et après, au-delà de la critique simple de Samuel Etienne, tu as un travail militant, en fait. Ça veut dire que les médias qui veulent faire de l'éducation populaire, qui veulent absolument essayer de débourgeoisiser la politique, tu vois, de véritablement, concrètement lutter contre l'idéologie qui est propagée par Samuel Etienne, est-ce que ces personnes-là vont réussir à être suffisamment séduisants et organisés pour véritablement intéresser les gens? C'est une vraie question là aussi. Parce qu'on peut très bien faire la critique, mais en même temps, s'il n'y a que des personnes comme Samuel Etienne qui font de la politique, c'est normal que les gens les regardent. Et du coup, c'est un travail militant, et c'est notre travail militant qui va déterminer si oui ou non on va réussir à dépasser la critique pour être dans une véritable construction, une véritable opposition qui va réellement pouvoir faire avancer les choses. Voilà. Et donc, ça reste à faire. Et c'est là-dessus qu'on termine. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Normalement, j'ai pas fait trop de redites par rapport à McFly et Carlito, mais en même temps, j'ai pris un peu l'analyse dans le même axe, mais en même temps, c'est l'axe qui me semble le plus pertinent. Du coup, voilà, je sais pas, n'hésite pas à me dire, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce truc-là, si ça t'a apporté des grilles d'analyse ou pas, qu'est-ce que t'as pensé aussi de Samuel Etienne, tout ça, pour voir un peu, faire un état des lieux, voilà. Comment est-ce que nous, on ressent ce genre de truc? Petite info aussi, je serai ce soir chez Kellyvision où on va parler avec Thomas Babor de QAnon et des automédias et plein de trucs dont on a un petit peu parlé ici. Ça va être un petit peu la continuité de toute la vidéo là. Et du coup, si ça t'intéresse, ça va être à 19 h sur la chaîne de Kelly. Et évidemment, je te mets en bas le lien pour le voir ou pour le revoir si tu vois la vidéo. Et après, aujourd'hui à 19 h, ce qui est très probablement le cas. Ah oui, et j'ai fait exprès d'écrire cette vidéo avant de regarder le truc sur Usul, et Usul en fait lui il parle pas mal il parle un peu de ce qu'on dit là, mais il parle aussi du phénomène médiatique et journalistique derrière Samuel Etienne, et c'est très intéressant. Je te mets le lien aussi en description, et ça fait voilà un bon moyen de continuer la réflexion après cette vidéo. Des bisous. Quack.